Merci Claire, merci Alexandre. Donc effectivement, on m'a demandé de parler de l'hémoptysie quand ça tourne mal, avec comme objectif pédagogique de savoir identifier et de prendre en charge une hémoptysie sévère. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Hémoptysie sévère ou grave, je ne sais pas bien. En tous les cas, on est véritablement dans le contexte d'une hémoptysie maladie, c'est-à-dire une situation au cours de laquelle, on le sait, en l'absence de traitement adapté, la mortalité peut dépasser 50%, et ça, ce sont des données qui sont certes anciennes, mais qui se retrouvent répétées dans la réalité clinique, malheureusement. Alors, il faut, face à cette situation d'urgence, diagnostique et thérapeutique, avoir, je crois, une stratégie et un certain nombre d'étapes et de questions auxquelles il faut répondre. Et c'est uniquement si on a cette rigueur dans le raisonnement que l'on peut, je crois, proposer une stratégie qui est adaptée à la situation face à laquelle on se trouve. Et donc je vous propose de dérouler ensemble les différentes étapes du raisonnement qui va conduire à la décision thérapeutique et à son délai de mise en œuvre. Alors la première question, elle est assez simple. S'agit-il bien d'une hémoptysie? Est-ce qu'on est bien face à une hémoptysie? Et vous connaissez tous la définition de l'hémoptysie. L'expectoration de sang qui provient de l'arbre aérien sous-glottique. C'est assez simple et qui, sur le plan anatomique, correspond à une lésion au niveau du secteur vasculaire thoracique, principalement le secteur artériel systémique bronchique, mais on le verra tout à l'heure, un certain nombre d'autres vaisseaux peuvent être en cause. Et on a l'habitude d'opposer ce que j'appelle l'hémoptysie d'origine bronchique à ce dont a parlé tout à l'heure Bruno Crestani, l'hémoptysie d'origine alvéolaire, l'hémorragie intra-alvéolaire, qui sur le plan du mécanisme lésionnel va répondre à une lésion qui se situe au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, dans des contextes cliniques et radiologiques tout à fait particuliers, et pour lesquels effectivement un topo entier ne suffirait pas. En tous les cas, la prise en charge thérapeutique est totalement à distinguer de celle des hémoptysies d'origine bronchique. Attention, dans notre expérience, c'est 1 à 2% des cas. Attention aux patients qui ont notamment des antécédents ORL, comme ce patient de 70 ans qui avait un antécédent de tumeur de l'épiglotte irradiée, qui est adressé dans l'unité pour quelque chose qui est qualifié d'hémoptysie massive, avec une opacification des artères bronchiques qui n'était pas pathologique et qui en réalité était liée à un pseudo-anévrisme de la carotide interne. Donc il faut savoir repérer ces patients et être toujours très très vigilant quand il existe un antécédent ORL. Deuxième étape du raisonnement, une fois qu'on est sûr du diagnostic d'hémoptysie, quelle est la gravité de cette hémoptysie? Et je trouve que c'est une question qui est très complexe et à laquelle je n'ai pas encore toutes les réponses. Et cette évaluation de la gravité, elle est primordiale parce que c'est celle-là, cette évaluation même, qui va nous permettre d'avoir une orientation vers un centre où il existe un certain nombre de ressources, à mon avis, nécessaires pour traiter ces patients, chirurgie thoracique, radiologie interventionnelle et bien sûr pneumologie et réanimation. La gravité, quand on regarde la littérature, on va retrouver un certain nombre de termes assez différents qui renvoient en réalité à des populations de patients qui ne sont pas tout à fait comparables d'une étude à l'autre, parce qu'elles diffèrent en termes de diagnostic étiologique, en termes de mécanisme, en termes aussi de plateaux techniques disponibles. Et donc on a toujours un peu de mal à se représenter ce qu'est une hémoptysie grave. Alors bien sûr, il y a les critères classiques. L'abondance de l'hémoptysie, qu'on utilise le volume ou le débit, et son retentissement, notamment le retentissement respiratoire, avec la survenue d'une insuffisance respiratoire aiguë et le recours à la ventilation artificielle. Mais vous connaissez bien les limites de ces critères classiques. Concernant l'abondance de l'hémoptysie, vous savez qu'en pratique, ce n'est pas toujours très simple de recueillir ce paramètre, d'une part, et puis d'autre part, il n'y a pas de consensus sur le seuil à retenir en termes de volume, en dessous duquel ou au-dessus duquel on va dire que l'hémoptysie est grave ou pas. Je crois que ce qu'il est raisonnable de considérer, c'est qu'un volume entre 200 et 300 millilitres doit être considéré comme un signal d'alarme très fort. Le recours à la ventilation artificielle, dans notre expérience et dans les études, ne concerne en réalité que 15 à 20% des patients admis en réanimation. Et au fond, on sait bien qu'à côté de ces critères classiques,
il y a un certain nombre d'autres facteurs que l'on va intégrer dans notre raisonnement, qui tiennent compte d'une part des données du patient, les comorbidités, d'autre part de certaines étiologies. Il faut savoir que le cancer bronchique et l'aspergillose sont des étiologies qui sont volontiers associées à des hémoptysies très abondantes et volontiers récidivantes, et certains mécanismes comme le mécanisme artériel pulmonaire. Alors on s'était intéressé dans l'unité à rechercher des facteurs pronostiques précoces de mortalité intra-hospitalière chez des patients qui étaient adressés dans l'unité pour la discussion d'une radiologie vasculaire interventionnelle ou d'une chirurgie thoracique, dans l'idée de construire un score comme élément d'aide à la décision thérapeutique pour une prise en charge thérapeutique ciblée. Voici les résultats de ce travail qui avait porté sur un peu plus de 1000 patients, qui mettait en évidence le fait que des données liées aux patients, l'éthylisme chronique, des données liées à l'étiologie, cancer ou aspergillose, des données liées au mécanisme artériel pulmonaire et des données liées au retentissement de l'hémoptysie, qu'on mesurait ici par le nombre de cadrans radiologiques supérieurs ou égal à 2 sur la radiographie thoracique standard à l'admission ou le recours à la ventilation artificielle. Tous ces éléments étaient indépendamment associés à la mortalité hospitalière. Et vous voyez que chacun d'entre eux, de ces critères, avait un coefficient, et donc le score de risque, le score pronostique, était la somme de ces différents paramètres. Vous avez ici une relative belle concordance entre la probabilité prédite par le modèle de décédé comparativement à la probabilité observée de mortalité à l'hôpital dans ce travail. Et par exemple, pour un score supérieur ou supérieur à 3, eh bien, la probabilité de décès était de 25%, et on pourra peut-être discuter tout à l'heure de l'utilisation de ce score en termes de décision thérapeutique et d'orientation des patients. On a donc diagnostiqué l'hémoptysie, on en a évalué la gravité. La troisième question qui est extrêmement importante en termes de choix thérapeutique, c'est quel est le mécanisme et quelle est la cause de l'hémoptysie. Dans 90% des cas, le mécanisme de l'hémoptysie est une hypervascularisation systémique qui va se développer en regard d'un certain nombre d'étiologies, au premier rang desquelles, en tout cas dans nos pays, on va retrouver l'aspergillose, la tuberculose active ou séquelaire, le cancer bronchique et la dilatation des bronches. Cette hypervascularisation systémique, elle correspond à une augmentation de calibre et de longueur des vaisseaux qui parfois ont un aspect véritablement anévrismal, principalement par réouverture d'anastomoses qui existent à l'état physiologique entre les artères bronchiques d'une part et les artères pulmonaires d'autre part. Cette hypervascularisation systémique en pathologie, on va la retrouver principalement au cours de la destruction du lit capillaire pulmonaire, par exemple une tuberculose, une dilatation des bronches, ou en cas de défaut de la circulation artérielle pulmonaire, embole fibrinocruorique ou thrombose inflammatoire. Vous avez ici un scanner thoracique, ce sont des images qui sont empruntées à Marie-France Carrette et Antoine Calil, qui mettent en évidence, si j'arrive à retrouver la flèche, ici un volumineux trombe broncho-intercostal, donc une artère que théoriquement on ne voit pas sur un scanner thoracique normal. Ça c'est pour la circulation bronchique. Et pour la circulation non bronchique, vous avez ici une volumineuse artère mammaire interne, thoracique interne droite maintenant, comparativement à une artère thoracique interne qu'on ne voit pas ou peu. Idem pour la circulation intercostale, une très volumineuse artère intercostale, alors qu'à gauche, théoriquement, on la voit très peu. Ici, vous avez l'opacification d'une volumineuse artère bronchique gauche dans le cadre d'une actinomycose, avec l'opacification à contre-courant de la circulation artérielle pulmonaire, un shunt systémo-pulmonaire. On ne devrait pas voir de parenchymographie pulmonaire. Deuxième situation, deuxième mécanisme lésionnel de l'hémoptysie, le mécanisme artériel pulmonaire, qu'il faut évoquer en cas d'opacité excavée, de nécrose parenchymateuse, de maladie aspergillaire ou encore de maladie de système.
Vous avez ici le mécanisme lésionnel en regard de l'étiologie. Vous voyez que pour une dilatation des bronches, c'est un mécanisme qui va principalement porter sur les artères bronchiques, alors que pour, alors que pour la tuberculose pulmonaire ou la maladie de B7, eh bien, on évoquera principalement un mécanisme artériel pulmonaire. Voici l'exemple d'une patiente qui avait été adressée dans l'unité pour une pneumonie dans un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë et d'hémoptysie massive qui en fait était liée à un volumineux anévrisme artériel pulmonaire d'une branche proximale. Voici la semaine dernière un patient qu'on a reçu dans l'unité pour une hémoptysie très abondante avec du verre dépoli et du bourrage alvéolaire au niveau du lobe inférieur droit qui révélait en fait une maladie anévrismale, une maladie B7 avec ici un anévrisme partiellement thrombosé et là un anévrisme artériel pulmonaire qui a été vaso-occlus. Troisième mécanisme lésionnel, celui de l'aorte thoracique et des gros vaisseaux. Et vous avez ici une fistule aortobronchique qu'il faut évoquer principalement en cas d'anévrisme ou d'antécédent au niveau de l'aorte thoracique. Cette situation est heureusement exceptionnelle, pourvoyeuse d'hémoptysie volontiers fatale. Le cas particulier des cancers bronchiques, il faut savoir que ces cancers se compliquent dans 15 à 20% des cas d'une hémoptysie au cours de leur évolution. Ces cancers bronchiques peuvent répondre aux trois mécanismes que l'on vient d'évoquer, mais on peut aussi mettre en évidence une prolifération des petits vaisseaux bronchiques à l'intérieur même de la tumeur. Ici, il s'agissait d'une métastase pulmonaire d'un cancer du rein. Enfin, dans une proportion de cas qu'il est difficile de mesurer, on peut avoir une anomalie du positionnement de l'artère bronchique qui est véritablement à fleur de muqueuse bronchique. Ici, vous le voyez là. Vous le voyez également ici avec une artère bronchique qui s'est rompue dans la lumière de la bronche. Et c'est ce qu'on appelle le dieu la foi bronchique que l'on observe volontiers au cours d'hémoptysies cryptogéniques qui, dans ces cas-là, sont abondantes, voire extrêmement abondantes, et pour certaines d'entre elles qui conduisent au bloc opératoire en urgence. Désolée. Ça va aller mieux. Donc au total, la physiopathologie de l'hémoptysie peut résulter d'une part d'une dilatation et d'une rupture des anastomoses bronchopulmonaires ou capillaires. Ça, c'est le mécanisme principal. D'une atteinte vasculaire directe, notamment au niveau artériel pulmonaire, granulome responsable d'anévrisme ou érosion directe, d'une néovascularisation tumorale comme en cas du cancer bronchique, et puis de façon rare, mais dont pour laquelle on n'a pas de prévalence exacte, d'un syndrome de Dieu-la-foi bronchique qu'on observe donc principalement au cours des hémoptysies cryptogéniques. Alors dans ce contexte, quel traitement initial? On va s'axer uniquement sur les 24-48 premières heures de la prise en charge. Les mesures médicales, elles relèvent du bon sens. Il s'agit d'optimiser l'oxygénation et de contrôler l'hémorragie. Vous connaissez tous cela. On va administrer de l'oxygène, éventuellement positionner le patient du côté homolatéral de l'hémoptysie pour éviter l'inondation contralatérale du poumon. Et puis, quand on n'a pas le choix, on va intuber et ventiler le patient, préférentiellement, dans notre expérience, avec des sondes de gros calibre, monolumière, plutôt que des sondes double lumière qui ne sont pas évidentes à poser quand l'hémoptysie n'est pas contrôlée. Quand on pose l'indication d'une fibroscopie bronchique, et peut-être qu'on discutera de ça tout à l'heure, il y a un certain nombre de mesures thérapeutiques qui sont disponibles. D'abord, des mesures chimiques avec l'administration locale de traitements froids, du sérum glacé physiologique froid, ou de traitements vasoconstricteurs qui peuvent, de façon transitoire, contrôler l'hémoptysie et permettre de préparer le patient à d'autres thérapeutiques qui sont susceptibles de mieux marcher, en tous les cas qui vont durer.
Il y a des bloqueurs bronchiques. Dans notre expérience, on en pose assez peu, mais ça peut arriver. Et donc, il y a un certain nombre de données maintenant dans la littérature qui montrent que ça peut marcher, c'est-à-dire qu'on va passer soit dans la lumière de l'endoscope, soit à côté de l'endoscope, un bloqueur au niveau de la bronche souche, segmentaire, voire sous-segmentaire. Et il y a même des bloqueurs tout à fait particuliers avec la possibilité d'administrer localement un traitement vasoconstricteur. Ça, ce sont des choses qu'on fait en fibroscopie souple. On peut éventuellement s'aider de la bronchoscopie rigide. On n'a pas cette expérience-là à Tenon, mais certains centres le font, en tout cas dans le traitement de l'hémoptysie. Et vous avez ici une publication de 2005 qui rapportait l'efficacité de l'administration sous bronchoscope rigide d'une mèche cellulosée à base de cellulose type Surgicel, d'une mèche hémostatique qu'on positionne avec le bronchoscope à l'endroit où ça saigne et qui permet encore une fois temporairement de contrôler l'hémoptysie avant d'adresser le malade en chirurgie ou en radiologie interventionnelle. Et puis quand on fait la fibroscopie bronchique, elle a aussi un autre intérêt, celui d'aller, notamment dans le cas d'hémoptysie très abondantes, si j'arrive à retrouver la flèche, et qui sont responsables de détresse respiratoire aiguë et d'obstruction bronchique. Vous voyez ici qu'à l'intérieur des bronches, il y a des opacités qui ne sont rien d'autre que du caillot, qui permettent, qui empêchent en fait de ventiler et d'oxygéner correctement le patient. Et donc la fibroscopie peut permettre une toilette bronchique qui, dans ce cas-là, va prendre beaucoup de temps, qui doit être très minutieuse, mais il ne faut pas mobiliser le caillot à l'endroit présumé de l'hémoptysie, sous peine d'une récidive massive. Il y a des traitements médicamenteux administrables par voie générale. La glypressine, pour ceux qui l'utilisent, qui est un traitement qui n'a pas l'autorisation de mise sur le marché dans le traitement de l'hémoptysie, mais que l'on utilise et qui a une certaine efficacité, là encore transitoire, avec un délai d'action qui est quasi immédiat et qui va durer après l'administration de 1 mg entre 4 à 6 heures après, avec une vasoconstriction qui donc est durable et permet de contrôler et donc de transporter éventuellement le malade en radiologie interventionnelle. D'un point de vue médicamenteux, j'ai regardé récemment la littérature, il y a quelques papiers qui commencent à sortir, soit au travers de cas cliniques, soit au travers de petites séries concernant l'efficacité de l'acide tranexamique d'une part et du facteur 7 recombiné d'autre part. Et il y a quelques données, plus d'une centaine de patients maintenant pour l'acide tranexamique qui suggèrent une réduction du volume et une réduction de la durée de l'hémoptysie sans majoration du risque thrombotique. Donc il faut voir, pourquoi pas mettre ce traitement dans l'arsenal thérapeutique quotidien. À côté de ces mesures médicales dont on a vu quand même qu'elles sont assez faibles, enfin en tout cas limitées, bien sûr il y a la chirurgie thoracique. Donc jusqu'à la fin des années 60, elle occupait une place prépondérante dans la prise en charge de l'hémoptysie, avec donc un traitement radical quand on réalise l'exérèse du segment ou du lobe, voire du poumon pathologique. Et puis vous savez qu'au fur et à mesure, à partir du milieu des années 70, la radiologie interventionnelle est arrivée avec une diffusion vraiment au travers du monde de cette technique et l'appropriation par les médecins de cette technique pour le traitement de l'hémoptysie grave et le positionnement de cette technique aujourd'hui en première ligne du traitement des hémoptysies graves, quelle qu'en soit l'étiologie, et même aujourd'hui, quel qu'en soit le mécanisme artériel systémique ou artériel pulmonaire. Cette radiologie vasculaire interventionnelle, elle doit être réalisée chez un patient qui est stabilisé par les mesures médicales, avec les limites dont on a parlé tout à l'heure, à distance de l'administration d'un traitement vasoconstricteur, si c'est possible, parce que sinon le radiologue est gêné pour la cathétérisation et l'embolisation bronchique. Et vous savez sans doute qu'il y a eu un débat qui perdure encore un peu, mais entre scanner, fibroscopie bronchique, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. En tout cas, dans notre expérience aujourd'hui, en dehors d'indications thérapeutiques, la fibroscopie bronchique n'est plus utile pour les diagnostics
positif pour le diagnostic topographique de l'hémoptysie. Elle est bien sûr à faire, comme pour toute hémoptysie, mais pas à la phase aiguë, sauf quand il existe des lésions bilatérales et que le scanner n'est pas en capacité de nous donner le côté où ça saigne ou de distinguer l'artère pathologique, par exemple dilatation des bronches, par exemple mucoviscidose. Cet angioscanner thoracique, je vais essayer d'aller vite maintenant, localise bien sûr l'hémoptysie, précise le mécanisme, on l'a vu, et son étiologie. Et donc l'occlusion artérielle, quand le mécanisme est artériel et systémique, a un certain nombre de principes sur lesquels je passe rapidement. Simplement mentionner que depuis l'avènement des microcathéters en France, alors ce sont des publications de la fin des années 90, mais en France, ces microcathéters ont été disponibles en 2000, 2002, 2003. Avec l'avènement des microcathéters, on est maintenant en capacité d'aller emboliser des artères qui étaient considérées comme non accessibles à la radio interventionnelle du fait de l'existence, alors là encore il faut être expert, hein, de l'existence de rameaux dangereux, comme vous avez ici un rameau médulaire qui naît de la portion intercostale d'un gros tronc broncho-intercostal, et vous avez ici l'hypervascularisation systémique bronchique dont on parle depuis tout à l'heure, et la possibilité, à l'aide de ce microcathéter, d'effectuer un cathétérisme hypersélectif qui permet de dévasculariser en totalité le secteur pathologique. Attention, si on fait de la radiologie interventionnelle à tous les patients, on va exposer nos malades à un risque de complications. Donc, certes, ces complications sont de plus en plus rares avec l'expertise des radiologues, l'angioscanner thoracique multibarrette et les microcathéters. Mais voilà, il faut avoir ce raisonnement rigoureux dont on parle depuis tout à l'heure, les différentes étapes pour poser les indications, sinon on va faire des artériographies pas au bon malade. Dans ce contexte, et j'ai bientôt fini, la place résiduelle de la chirurgie thoracique est réservée aux échecs des procédures radiologiques interventionnelles en cas de persistance ou de récidive de l'hémoptysie. Et ceci est surtout observé au cours de certaines étiologies, le cancer bronchique et l'aspergillose, et au cours de certains mécanismes qui, jusqu'à preuve du contraire, doivent rester des indications chirurgicales in fine, mécanisme artériel pulmonaire, chez un patient qui est préparé et stabilisé par les mesures médicales dont on a parlé, et après une toilette bronchique rigoureuse pour optimiser au mieux l'oxygénation et quitte à administrer également des vasoconstricteurs parce qu'on on ne pousse plus les malades au bloc en période hémorragique active non contrôlée. C'est associé à une morbidité et une mortalité qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Voici l'algorithme de prise en charge que je proposerai pour terminer. Il existe une insuffisance respiratoire aiguë où l'hémoptysie est de grande abondance. Vous voyez qu'on va positionner dans les deux cas l'angioscanner thoracique en première intention pour guider la radiologie interventionnelle et qu'on réservera donc la chirurgie thoracique aux situations dont on vient de parler. L'hémoptysie est de petite abondance. Vous voyez que je ne me mouille pas, je ne donne pas de cut-off. Je crois que c'est compliqué de donner des chiffres. Petite abondance. On va plutôt préconiser les mesures médicales, bien sûr mettre en place le traitement étiologique et surveiller le patient et l'existence de récidive éventuelle durant au moins les 72 premières heures. Quand l'abondance est intermédiaire, il y a d'autres critères qu'on va faire rentrer en ligne de compte, notamment les comorbidités, la cause et le mécanisme. Et il y a une recherche qui est en cours actuellement pour essayer de préciser la part respective d'une stratégie médicale et d'une stratégie basée sur la radiologie interventionnelle. Je terminerai avec une perspective qui serait celle d'utiliser le score dont on a parlé tout à l'heure pour l'orientation des patients et la mise en œuvre urgente ou pas des procédures radiologiques ou chirurgicales. Je vous remercie de votre attention.